Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Hey, on parle de fraude aujourd'hui, tous ces Québécois qui se sont fait frauder. Je vous présente mon invité qui est expert indépendant en prévention de la fraude, Simon Marchand. Bonjour Simon. Bonjour. Votre réaction à l'histoire d'Olivier Corneau, artiste qui s'est fait frauder de 14 500 $, qui n'est pas protégé par sa banque, qui lui dit, ben monsieur, c'est votre faute. Ouais. Alors que finalement, les fraudeurs, les hackers avaient toutes ces informations. Absolument. Qu'est-ce qui a pu se passer d'abord? Essayons de clarifier. Qu'est-ce qui a pu se passer? Comment ça se fait que les hackers avaient autant d'informations sur Olivier? Première chose, les fraudeurs ont toute l'information sur tout le monde. Mais après nous? Il y a toutes sortes de failles. Hein. On a vu Equifax, on a vu la faille chez Desjardins. Ouais. Il y a toutes sortes de failles. Il y a des failles dans les systèmes gouvernementaux. Il y a eu la CSSDM qui a même été ciblée il y a quelques années. Donc, virtuellement, tout le monde au Canada, tout le monde au Québec, leur information, elle est disponible. Mais Desjardins, c'était du monde à l'interne. Là. Si vous parlez de cette grande fraude-là, c'était des gens à l'interne qui avaient... Des fois, ça va être à l'interne. Oui, des fois, c'est à l'interne. Des fois, c'est des groupes spécialisés qui vont aller extraire l'information. Leur objectif, c'est de la revendre. Donc, après ça, ils vont mettre cette information-là en vente. Puis, les groupes de fraudeurs vont acheter. S'ils opèrent à partir de Montréal, ben, ils vont acheter les identités de gens à Montréal. Puis ils vont commencer à attaquer les gens. Donc, dans le cas d'Olivier... Il y a des listes? Ah oui, il y a des listes, il y a des sites web. C'est aussi bien fait qu'aller sur Amazon, là, maintenant, acheter une identité. Ça coûte quelques dollars, c'est pas très cher. On a même des groupes maintenant qu'on voit opérer sur Telegram, sur TikTok, sur Instagram, qui vont expliquer comment commettre la fraude, qui vont expliquer comment se procurer des numéros de carte de crédit, des identités, certains outils aussi pour pouvoir changer le numéro de téléphone qui va apparaître sur l'afficheur. Donc, c'est pas caché maintenant, ces opérations-là. Est-ce que ça se peut que le nom d'Olivier Corneau soit sur une liste, justement, de gens plus vulnérables ou... Ben, maintenant qu'il a été victime, oui? Son nom va se retrouver sur une liste de victimes. Et on sait que les fraudeurs, surtout avec les personnes âgées, hein, pour la fraude des petits-enfants, les victimes qui se font avoir, ben, leur nom est revendu à d'autres fraudeurs en disant, mais ça, c'est des victimes qu'on a réussi à monnayer une seule fois, à attraper une seule fois. Puis là, on les a attrapés une fois, on pourrait peut-être les attraper une deuxième fois. On les revictimise encore et encore. Ouais. Oh mon Dieu. Olivier nous racontait qu'il y avait eu sa petite voix au début qui avait dit, peut-être que c'est une tentative de hacking ou de... puis là, il a vérifié. C'était le bon numéro de la banque. Comment peut-on se prémunir de ça quand on rappelle puis que c'est le bon numéro? Je veux dire, comment ça peut être la responsabilité du citoyen qui a un compte dans une banque si quand il appelle le numéro, c'est ça, effectivement la banque qui décroche? Il y a comme quelque chose ici là, qui nous paraît incompréhensible. Je pense que la vidéo d'Olivier, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir parce que c'est vraiment les meilleurs trucs à suivre pour ne pas se faire avoir dans le futur. Mais ce qu'il raconte, effectivement, il faut raccrocher. Ouais. Et ça, c'est ce qu'il n'a pas fait dans son cas. Il a rappelé sur un autre téléphone, puis effectivement, c'est le numéro de la banque. Ouais. Donc, tant qu'on ne met pas fin à la communication, on n'est pas capable de rappeler la banque pour de vrai. C'est ça. Maintenant... en fait, dès qu'on a un petit doute, on raccroche. On s'en fout. Dès qu'on nous demande de confirmer de l'information, si la banque nous appelle, ils savent que c'est nous. Ils devraient savoir que c'est nous. Ils ne devraient pas nous demander de fournir quoi que ce soit. Vous voulez exactement ce que lui a raconté avoir fait avec l'agent de la fraude qui l'a rappelé. Vous voulez que je vous confirme mon adresse courriel? Je suis désolé, je vais prendre votre nom, votre numéro d'employé, je vous rappelle. Je disais ma petite anecdote, vite de même, puis je suis sûre qu'il y a plein d'auditeurs et d'auditrices qui ont vécu la même chose. Vous pouvez me le texter, 187 Cube Radio, 1877-827-2346 pour nous le dire. Mais moi, j'ai eu un appel comme ça, un peu comme vous, Olivier, et j'ai demandé au gars de la banque qui me demandait toutes sortes d'infos. J'ai dit, franchement, qui me dit que vous êtes vraiment de ma banque? Il m'a dit, franchement, je vous le dis. J'ai dit, OK, je vais vous rappeler. Voilà. Il m'a dit, êtes-vous sérieuse? Pensez-vous que quelqu'un de la banque m'aurait dit ça même? J'ai dit, je suis tellement sérieuse que regardez-moi bien. Puis j'ai raccroché. Il m'a jamais rappelé. Je me suis dit après, oh mon Dieu, je passais à côté d'une tentative. Exactement. Mais c'est ça, donc, vraiment très, très, très important, là. Si vous avez ce genre d'appel, tout le monde, vous raccrochez. Dès qu'il y a il faut suivre son instinct, là, vraiment. Quand on sent qu'ils veulent nous rendre nerveux, ils mettent de la pression. Il ne faut surtout pas raccrocher. Ils vont nous dire ça. Souvent, il ne faut pas raccrocher. Ils vont essayer de faire étirer l'appel. Là, on parlait d'un appel de 50 minutes. Donc, on a de la fatigue psychologique qui essaie de nous garder en ligne. Donc, tout ça, c'est des drapeaux rouges auxquels il faut porter attention. Et les fraudeurs, il faut toujours savoir qu'ils
ils savent exactement à qui ils s'adressent. Hein? Ouais. Ils savent, dans ce cas-là, que c'est un entrepreneur. Ils savent quand c'est un aîné. Là, c'est la saison des impôts qui s'en vient bientôt. Oui. Mais là, ils vont se faire passer pour le gouvernement. Ils vont dire qu'il y a une erreur avec nos impôts puis qu'on a un mandat d'arrêt sur nous. Donc, ils ont toutes sortes de tactiques qui changent avec les saisons. Comment la banque peut dire à Olivier, j'imagine, Olivier, que je voulais vous garder parce que j'imagine que vous avez plein de questions là, pour Simon. Moi, je me dis, vous devez vous demander comment ça se fait que la banque vous répond, Olivier, que c'est de votre faute. Comment une banque peut-elle dire ça alors que, dans le fond, il peut y avoir eu bris incluant dans les systèmes de la banque? Ça pourrait. Dans tous les cas, c'est que la banque n'a pas d'obligation légale de rembourser, Olivier. Et je pense qu'il est là le problème. On a des pays où il y a des législations qui ont été mises en place qui sont beaucoup plus strictes. Au Royaume-Uni, la situation d'Olivier se serait réglée en 5 jours. Ils auraient dû le rembourser et c'est tout. Pas de questions, pas de... La seule façon de ne pas le rembourser, ça aurait été de faire une enquête exhaustive et de prouver qu'Olivier était de collusion avec les fraudeurs. Donc, il y a des pays où il y a des législations en place qui font que les victimes sont protégées, les banques doivent être tenues responsables. Et quand on voit ces choses-là être mises en place, il y a des investissements qui se font en prévention de la fraude, il y a des procédures plus sécuritaires, puis là, les gens, monsieur, madame, tout le monde, sont beaucoup mieux protégés, puis évidemment, on voit la responsabilité aller du côté de la banque. Parce que là, 14 500 $, je pense que vous savez d'ailleurs, hein, Olivier, où est allé l'argent, je pense que on vous l'a dit, hein? Oui, ben, il y a 7 500 $ qui étaient partis en virement international au UK, au Royaume-Uni, puis il y a un 7 000 $ qui avait été envoyé en virement Interact, et donc local. Puis c'est ça, quand j'ai refusé la première conclusion, ils m'ont dit, bon, notre première conclusion, c'est que c'est de votre faute. Puis j'ai dit, ben moi, je refuse cette conclusion-là, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Là, ils ont dit, ben OK, on va aller en palier 2, donc on va envoyer ça à Toronto à une autre équipe d'experts qui vont recommencer une enquête du début. Puis là, j'ai dit, OK, parfait, pas de problème. Là, finalement, c'est cette personne-là qui m'avait appelé, dont je racontais tantôt l'histoire. Ouais. Puis là, ils me disent, ben le 7 000 $ qui était en virement Interact local, on va peut-être pouvoir le retrouver. Là, je suis comme, intéressant, la première fois, non. Tu sais, la deuxième fois, mais oui, lâchez pas, faut pas lâcher, là. Ouais. Ben, je vais pas lâcher, mais je veux dire, je suis comme, ben, pourquoi la première fois, vous m'aidez pas, puis la deuxième, quand j'insiste, là, on trouve des solutions. Puis là, dans le fond, c'est qu'il me dit, ben, localement, ça a été envoyé d'une banque à une autre, de façon interminable, mais on peut quand même essayer de retrouver ce filon-là. Mais à l'international, ben, on n'a pas le moyen d'aller chercher cet argent-là à l'international. Mais encore là, je veux dire, c'est la responsabilité de la banque de trouver des moyens de nous protéger contre ça. Puis pourquoi les banques se mettent pas tous ensemble justement pour créer des systèmes? L'argent s'est envoyé d'une banque à une autre de façon interminable. Ben, si tout le monde était ensemble pour créer un système, je veux dire, ça fonctionnerait sûrement mieux que... Mais ça, les banques, vous avez tellement un bon point, Olivier. Oui, Simon, là-dessus? J'allais dire, le virement international, là, je pense qu'il y a une faille de la part de la banque. Oui. Parce que là, on a rajouté un destinataire international. Oui. Ils n'ont pas parlé aux clients. Il n'y a pas eu de vérification que l'être humain qui détient le compte faisait partie de la transaction. Il n'y a pas de vérification biométrique. On n'a pas utilisé la voix d'Olivier, par exemple, pour ajouter ce compte-là, ce destinataire-là. Donc, là, à mon avis, il y a une faille, il y a un manque de responsabilité de la banque. Ils avaient les outils. Mais moi, j'ai vécu ça avec ma propre banque, la RBC, il y a plusieurs années. C'est la première fois que je réservais une maison sur Airbnb pour un tournage d'une série SNO que je produisais pour Vrac Télé. On allait à Hawaï et donc, je réserve une maison pour l'équipe, 9 500 $ US pour 2 semaines, tout à fait plausible. La maison n'existait pas, fait que déjà là, il y a un problème avec Airbnb. Mais en plus, c'était par virement. Et on m'a dit, c'est comme si vous aviez envoyé de l'argent comptant. Je dis, oui, mais vous n'avez pas vérifié à l'autre bout. Mais ça n'a jamais abouti. Jamais, jamais abouti. Puis on finit par se tanner parce qu'on a d'autres choses à faire que de passer notre journée avec notre banque. Mais sincèrement, aujourd'hui, je le regrette de ne pas avoir poussé plus. Mais je me faisais dire non comme vous, Olivier, à chaque fois. Là. Et mais les banques comptent là-dessus. Voilà. C'est pour ça qu'Olivier est obligé d'escalader, parce qu'il y a probablement la moitié des gens qui ne poussent pas. Ouais. Donc, on peut les tenir responsables d'une perte de 500, 1000, 10 000 $ en se disant, ils ne vont pas essayer d'escalader le problème. Ouais. Olivier, avez-vous une petite question en terminant pour Simon? Ben non, je veux dire, ça fait déjà comme une quarantaine de jours que je suis là-dessus, donc j'ai déjà répondu à la plupart de mes questions. Mais c'est ça, j'attends la suite. Aujourd'hui, quand vous avez un appel, j'imagine que faut là, quand vous parliez de liste de victimes, là, c'est certain que je suis sur plusieurs listes de victimes parce que à tous les jours maintenant, je reçois 2 à 3 tentatives d'hameçonnage depuis la fraude. Depuis, donc c'est vrai, là. Là, on pense qu'on va... Je me réveille à chaque matin sur 2 ou 3 courriels déjà d'hameçonnage, plus des appels, des textos, les réseaux sociaux. Puis je dis 2-3, mais ça peut être 7-8 par jour. Oh mon Dieu. Avez-vous envie de changer de numéro de téléphone? Je sais pas. À suivre.
pour l'instant, j'ai pas eu l'énergie de faire ça, mais Ah, c'est ça, on va- c'est on beaucoup verra bien. d'énergie. Hein. Ouais, ouais. Hey, merci beaucoup, Olivier Corneau, puis bon courage, bonne chance pour la suite, parce qu'il faut retrouver votre argent, là. Oui, lâche pas. Tenez-nous au courant. OK. Il y a Claude de Montréal qui nous dit il y a de simples petites applications sur cellulaire qui peuvent permettre de faire afficher un numéro différent du nôtre lorsque nous appelons. Il faut vraiment être toujours sur nos gardes, ne jamais prendre action au téléphone, que ce soit par des touches, des liens. Ça, c'est très, très, très vrai. Puis c'est vrai qu'on se fait appeler de plus en plus souvent. On reçoit toutes sortes de courriels qui ont plus d'allure. Il y a quelques années, Simon, en terminant, on voyait, là, c'était comme on avait soudainement un héritier en Afrique là, qui voulait nous donner, en échange de notre NIP, sa grande fortune. Évidemment, aujourd'hui, on reçoit ça, puis on fait, ben oui, toi. Mais les moyens maintenant sont extrêmement diversifiés et extrêmement ciblés, précis et peaufinés. Et ces groupes-là existent encore, les groupes africains, et on les voit maintenant, ils utilisent des outils pour pouvoir avoir des appels vidéo en changeant leur visage pour pouvoir apparaître comme quelqu'un d'autre. Donc, il va y avoir des fraudes à l'investissement, des fraudes romantiques, où ils vont essayer d'apparaître comme une personne en qui on peut avoir confiance parce qu'on a un appel vidéo avec eux. Ces outils-là se vendent maintenant à travers des canaux très, très faciles d'accès pour tout le monde. Sur le dark web ou sur... Instagram, TikTok. Ben voyons donc. Les fraudeurs se cachent plus maintenant. Ils ne se cachent plus parce qu'il n'y a pas de conséquences concrètes pour eux. Ils vont se promener dans des clubs sur Crescent avec des piles d'argent comptant qu'ils ont obtenues pendant la journée parce que c'est leur seule façon de le dépenser. Ça fonctionne tellement bien pour eux. Ils n'ont pas besoin de se cacher aujourd'hui. C'est incroyable. Puis là, on n'a même pas parlé d'intelligence artificielle où on prend la voix d'un proche. Ça, c'est terrible. Ben maintenant, les voix surtout des vedettes, hein? Oui. On va essayer de se faire passer pour Elon Musk, pour Justin Trudeau, pour essayer de convaincre les gens d'investir dans de la crypto-monnaie. Donc ça, on le voit beaucoup. Évidemment, oui, on peut synthétiser de la voix. C'est pas encore utilisé contre monsieur, madame, tout le monde, mais c'est des technologies qui existent pour pouvoir se faire passer pour des gens connus. Mais je pense que, Simon, on peut dire, pardon, si Elon Musk vous appelle, raccrochez. Ça se peut que ce soit pas lui. C'est certainement pas lui. Ça se peut que ce soit pas lui. Et il n'y a pas le ministre Simon-Jolin Barrette qui a peut-être l'intention de faire un projet de loi en ce sens-là pour essayer de limiter les dégâts? Malheureusement, il n'y a pas de contrôle sur ce qui se fait au niveau bancaire qui est de juridiction fédérale. Voilà, bonne C'est une arrêt. autre conversation. Mais non, tout à fait. Merci beaucoup, Simon Marchand, expert en prévention de la fraude. On s'arrête ici tout de suite après la pause. Fred Bastien est avec nous.